Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot de retour cette saison. Le Club Foot, c'est chaque semaine et c'est en vidéo sur les supports digitaux de Tendance Ouest et tendanceouest.com. Et évidemment, à qui on doit tirer le chapeau en premier, c'est Julien Caillard qui est de retour avec nous de RTL. Salut Julien. Salut Sylvain, salut à tous. Il était déjà là la semaine passée, il revient encore dans cette émission pour nous parler du hack masculin, mais vous allez voir aussi du hack féminin. C'est Marc Obo du Courrier Cauchois. Salut Marc. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et un petit nouveau dans l'équipe. Alors lui, il est en dessous de la scène, au sud. Il va pas trop nous parler du hack, ça m'étonnerait, mais en tout cas, il va nous parler probablement plus et mieux du Stade Malherbe de Caen. C'est Maxime Lenormand, le fondateur de Malherbe Inside. Salut Maxime. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et avec vous, justement, Maxime, et avec vous, Julien Caillard, aussi de RTL. Ça y est, le rachat du Stade Malherbe de Caen a été officialisé hier par la voie d'un communiqué de presse sur le site officiel du club par le duo Octree-Pierre-Antoine Capton. Déjà, première question, Julien. Ça y est, on a l'impression que là, cette fois, l'étape est franchie. Oui, on l'attendait cette étape, on savait qu'elle allait être franchie. La seule question qui se posait depuis plusieurs semaines, c'était de savoir quand. Maintenant, c'est fait. Je crois que l'important, ça va être de remettre le club à flot sur le plan financier. C'est la première priorité. Le club vit au-dessus de ses moyens. Une crise de gouvernance, des changements de président, des changements d'entraîneur, de mauvais choix stratégiques lui ont coûté très cher ces 3 dernières années. Et donc, la priorité, ça va être de restructurer ce club fragilisé sur le plan financier. On a bien compris que les nouveaux propriétaires voulaient investir très vite 5 ou 6 millions d'euros nécessaires au rééquilibrage des comptes, que ces propriétaires voulaient restructurer le club au plus vite. Ensuite, on parlera de sport. Mais voilà, c'est entériné finalement ce changement d'air, ce changement d'actionnariat. On l'attendait, c'est effectivement une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Stade Malherbe de Caen. C'est la fin de cet actionnariat partagé à parts égales qui aura donc vécu une partie des années 90 et puis après la privatisation, les années 2000, on entre dans une autre ère aujourd'hui. Une autre ère, une nouvelle ère, une meilleure ère, Maxime Lenormand ? Oui, en tout cas, on l'espère. C'est vrai que le projet est ambitieux, mais comme l'a dit Julien, la priorité, ce sera d'abord d'assainir les finances du club. On a un passage devant la DNCG à la mi-septembre. Une fois que ce sera fait, il restera encore... parce qu'il faut rappeler que le club a quand même eu sa masse salariale encadrée. Donc une fois que cette étape sera passée, il nous restera quelques jours. On a entre guillemets, dans le malheur de la crise, on a la chance que le mercato soit eu. Donc voilà, une fois que les finances du club seront assainies, on pourra effectivement attaquer le mercato. Le club annonce quand même dans son communiqué des ambitions sportives fortes pour 2020-2021. Donc on peut imaginer qu'il y aura une voire 2 recrues à des postes clés. Maintenant voilà, il y a tout un travail à faire aussi sur les plus gros salaires. Je pense notamment à Prince Onyangé, ce qui va rester ou ce qui va trouver une porte de sortie. Il gagne quand même 32 000 euros par mois, c'est beaucoup pour un joueur de Ligue 2. Il y a aussi Yacine Bamou, mais qui sportivement apporte beaucoup au club. Donc voilà, tout ça, il va falloir le gérer. Et puis ensuite, peut-être prêter quelques jeunes également qui pourront aller chercher du temps de jeu et recruter à des postes clés 1, 2, voire 3 joueurs pour améliorer l'effectif et ajouter un petit plus qui va permettre de jouer le haut de tableau. Et tout ça, en presque moins de 3 semaines, Julien Caillard, c'est possible ou pas ? Comme je l'ai dit, je pense que l'ambition première, c'est vraiment d'assainir les finances, d'injecter ces 5 ou 6 millions d'euros qui permettent d'aller devant le DNCG pour... Ça veut dire qu'on fait une croix sportive sur cette saison ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut restructurer le club, regarder très exactement quelles sont les priorités du club en ce moment. Et puis, sur un plan sportif, il va falloir analyser. Alors, très vite, évidemment, vous avez raison, mais il va falloir analyser les atouts, les faiblesses de ce club pour construire une stratégie capable à moyen terme de mener en Ligue 1. C'était évidemment l'objectif des propriétaires et le boulot d'Olivier Piqueux. Mais l'atteinte de cet objectif, on a bien compris qu'il allait demander un petit peu de temps. Donc effectivement, je crois que l'idée, ça va être dans les semaines qui viennent d'aller peut-être chercher 1, 2, 3 joueurs tout en rééquilibrant la masse salariale et en rééquilibrant cet effectif pour lui apporter une plus-value et pour faire en sorte qu'il soit ce club du Stade Malherbe de Caen en adéquation avec ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un club de Ligue 2 qui ne vit plus au-dessus de ses moyens.
et avec cette petite touche apportée par 1, 2 ou 3 recrues, tenter de faire mieux sur le plan sportif que la saison passée. Ça a plutôt bien démarré, c'est une vraie chance pour ces nouveaux propriétaires, pour ce nouveau président. Voilà, il faut surfer sur ce bon début de saison, même si ça vient seulement de débuter. Peut-être essayer de toucher 1 ou 2 choses, et puis essayer surtout de montrer des progrès, parce que c'est ce qu'on va guetter durant cette première saison. Maxime Lenormand de Malherbe Inside, on sent que le rachat fait, que l'aspect administratif dont vient de parler Julien fait. Maintenant, c'est la première heure d'Olivier Piqueux, le président exécutif salarié du Stade Malherbe depuis un peu plus d'1 semaine maintenant. Rôle clé dans ces 3 prochaines semaines pour Olivier Piqueux. Bien sûr. Et on a beaucoup parlé d'inquiétudes autour du fonds américain, Octree, voilà, parce qu'on voit par exemple ce qui se passe à Bordeaux, avec GACP, avec King Street. Mais je pense que le réel atout du Stade Malherbe par rapport à des projets comme celui des Girondins, par exemple, c'est Olivier Piqueux. C'est Olivier Piqueux qui a une expérience à Angers, qui a réussi à stabiliser vraiment ce club, à en faire un vrai club de Ligue 1. Et il a une vraie connaissance du milieu du football. Et je crois que c'est ce qui manquait un petit peu au Stade Malherbe. C'est quelqu'un qui connaisse vraiment tous les rouages du football professionnel. Et je crois qu'Olivier Piqueux, c'est un très bon choix. C'est une grosse prise pour le Stade Malherbe. Je pense qu'il y a 2 mois, on était tous loin d'imaginer qu'on pourrait aller chercher Olivier Piqueux. Et puis on a aussi derrière, Pierre-Antoine Capton, qui est un véritable amoureux du club. Donc c'est pour rassurer un petit peu sur le côté fonds d'investissement américain. C'est vraiment la différence avec des gens comme King Street ou GACP qui ne connaissent pas grand-chose finalement au football et qui nient souvent la culture du club. Et c'est pour ça que ça se passe très mal à Bordeaux. Je suis beaucoup plus optimiste pour Malherbe. Et voilà, avec Olivier Piqueux, je crois que c'est un très bon choix de Pierre-Antoine Capton. C'est le meilleur choix, c'est clairement le meilleur choix. On l'a dit dans cette émission à plusieurs reprises, Olivier Piqueux, évidemment, est le meilleur choix que l'on pouvait faire pour l'avenir du Stade Malherbe de Caen en termes de réseau, en termes de CV, en termes d'impact au niveau du foot français. C'est une évidence. Mais le temps, il est le même pour Olivier Piqueux que pour tout le monde. Le temps aussi de grâce, et on en vient à ce deuxième sujet, il sera aussi limité, ou au contraire, est-ce que vous pensez que Pierre-Antoine Capton, qui est en état de grâce auprès des supporters aujourd'hui, va le rester, Julien Caillard? Écoutez, il apparaît à tort ou à raison comme le sauveur, Pierre-Antoine Capton. Après 3 années difficiles qui ont financièrement fragilisé le club au point de menacer son existence, on l'a dit. En tout cas, il est l'homme vers lequel se sont tournés les actionnaires lorsque les problèmes sont devenus insurmontables. Et il apparaît comme celui qui a su trouver la solution alors qu'il aurait parfaitement pu dire débrouillez-vous les gars. Débrouillez-vous, vous avez repoussé mon offre de reprise en 2018, maintenant débrouillez-vous. Il n'a pas fait cela. Donc évidemment, sa cote de popularité est aujourd'hui très grande, d'autant qu'il a envoyé ces dernières semaines plein de signaux positifs. Alors, il y a Olivier Piqueux, on en a parlé, c'est un signal super positif, parce qu'en plus, Olivier Piqueux, c'est un ancien du Stade Malherbe de Caen. Pour les gens de ma génération, ça nous cause. L'année 89, exact. On s'en souvient. Mais il n'a pas fait que cela. Il a ramené Jean-François Fortin à Dornano. Et ça, c'est pas rien, il assure vouloir l'intégrer à son projet. Ça fait plaisir aux supporters. Et puis, il rappelle sans cesse un truc qu'adorent les supporters. Qu'il est amoureux de la Normandie, qu'il est amoureux du club, que c'est le club de son enfance, qu'il est prêt à tout donner pour lui, qu'il ne l'aurait lâché pour rien au monde. Tout ça, ça participe de la cote de Maxime Lenormand, c'est le sans faute de Pierre-Antoine Capton pour l'instant, il faut être clair. Médiatiquement, c'est le sans faute. Oui, mais comme l'a dit Julien, il arrive clairement dans le costume de sauveur. Voilà, c'était pas facile le club était en proie à des grandes difficultés financières. C'était pas facile d'aller trouver un partenaire financier puisque le club était en Ligue 2. Non seulement en plus il y avait la crise du Covid, donc bravo à lui déjà pour ça. Je pense que ça mettra peut-être un petit peu de temps à démarrer, on ne sait pas. Mais les supporters sont globalement assez indulgents avec Pierre-Antoine Capton. Et puis comme vous l'avez dit, je crois qu'on est tous un petit peu sous le charme du personnage, en tout cas moi personnellement, voilà, de son parcours, de son histoire, de Julien, tout ça. Julien, je vous vois arrêter. Oui, parce que moi je suis d'accord, c'est un sans faute pour le moment, et très franchement, en termes de communication, on n'attendait pas autre chose de la part du patron. C'est un grand professionnel du domaine, voilà, évidemment. Du premier acteur en termes de contenu audiovisuel français, on attendait qu'il sache à peu près communiquer. Ça pose aucun problème. Maintenant, la réalité, c'est qu'il sera jugé sur les résultats. Rien que les résultats. Mais vous y croyez, si vous êtes 20e, messieurs, vous y croyez vraiment à cette thèse-là?
Eh ben, je suis pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr. Voir l'amour, l'état de grâce, je l'ai dit en ouverture de cette deuxième partie, dont bénéficie Pierre-Antoine Capton, j'ai l'impression que les supporters, Julien et Maxime, donnez-moi votre avis, sont partis pour le soutenir pour un paquet de temps. Oui, mais sauf que, imaginez un instant, dans 6 mois, vous êtes 18e et relégable. Olivier Piqueux a entraîné ce sera de la 2 ou faute des 3 mecs. prédécesseurs. Non, Ce sera de la Olivier... faute des prédécesseurs. Mais non, imaginez Olivier Piqueux qui est capable d'enrôler 2 ou 3 mecs dans les 3 ou 4 semaines qui viennent. Il y en a 2 qui se blessent, un qui ne joue pas parce qu'il n'est pas au niveau. Et avec ça, vous êtes 18e. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire c'est une catastrophe. Et vous savez, dans ces cas-là, tout le monde a la mémoire courte. Aujourd'hui, on l'encense. Dans 3 mois, s'il faut, on le détruira. Ça, j'en suis absolument persuadé. Maxime, du même avis ? Absolument persuadé. Oui, je suis globalement du même avis que Julien, même si je pense que les supporters sont, ce que je disais avant, c'est que les supporters sont un peu plus indulgents peut-être qu'à l'accoutumée, mais comme dit Julien, il n'y a qu'une seule chose qui fait foi dans le football, c'est les résultats. Donc voilà. Vous parliez d'un petit peu de temps, l'un et l'autre, il y a quelques minutes de cela. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a envie de s'en donner forcément. C'est un peu un garde-fou, mais j'ai pas l'impression qu'on a envie de s'en donner quand on est en Ligue 2. Non, mais moi, je pense que tout le monde est d'accord pour se donner un petit peu de temps pour monter en Ligue 1. Je pense que les supporters que vous croisez au bistrot ne vous disent pas si on n'est pas en Ligue 1 à la fin de la saison, ce sera un échec. Tout le monde a bien conscience que ça va demander du temps. Maintenant, je crois que les gens attendent quand même des progrès parce que tout le monde sait qu'on ne va pas tout bouleverser du jour au lendemain, que c'est une construction dans le temps. Et donc, on attend des progrès par rapport à la saison dernière en termes de contenu dans le jeu et puis en termes de résultats. Et alors ensuite, la remontée. Pierre-Antoine Capton a l'air de dire qu'Octree est là pour quoi ? 4 à 8 ans, c'est ça ? On part sur un quinquennat, oui. Voilà. Donc, moi je dirais qu'il faut remonter d'ici 2 à 3 saisons. Maximum. Ouais. Maximum 3 saisons. Pour remonter, il va falloir gagner des matchs. Pour jouer le haut de tableau et faire des progrès, il va falloir aussi gagner des matchs. Et ça commence par la 3e journée qui aura lieu samedi à partir de 19h. Et ce sera du côté de Rodez, là précisément, où pour la première fois de son aventure malherbiste, Pascal Duprat l'an passé et ses malherbistes s'étaient pris les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pareil mésaventures, Maxime Lenormand ? Ouais, vous l'avez bien rappelé, Sylvain, c'était la fin, Rodez, c'était la fin d'une invincibilité de 10 matchs, toutes compétitions confondues avec Pascal Duprat. Et personnellement, moi j'ai senti comme une cassure à ce moment-là. Ça a été assez difficile de s'en relever. Le mois de janvier était très compliqué pour les Canets. Alors les raisons de cette contre-performance, peut-être que les joueurs ont pris l'adversaire un petit peu de haut. Peut-être que le temps aussi n'a pas aidé. Je me rappelle qu'il avait plus des trompes d'eau également. Mais voilà, maintenant le Stade Malherbe est prévenu. Et il faudra, voilà, c'est vrai qu'on a, bon, il n'y a pas de match facile en Ligue 2, hein, mais on a, voilà, un déplacement à Rodez, une réception de Chambly, il va falloir engranger des points. Les 2 promus de l'an dernier, on le rappelle. Les 2 promus de l'an dernier, voilà, on dit souvent que la saison la plus difficile pour un promu, c'est la seconde. Rodez a plutôt bien débuté son championnat, mais il va falloir de toute façon aller chercher des points si on veut jouer le haut de tableau. Avec solidité défensive, ce que l'on a vu lors des 2 premières rencontres du Stade Malherbe, avec un petit peu de percussion offensive et en tout cas une certaine maîtrise pendant une bonne heure face à Ajaccio. Qu'est-ce qu'il va falloir en plus, Julien Caillard, pour aller gagner à Rodez ? Je me souviens de Pat Garand. Caractère de chien. Patrice, il disait souvent aller jouer Lens à Bollaert, c'est facile. Parce que la motivation, elle est là, parce qu'il n'y a pas besoin de tenir des discours aux joueurs dans la semaine. Tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde a envie de se fader Lens devant son peuple sang et or. Aller à Rodez, c'est vraiment jouer un match qui permet de passer au révélateur. C'est évidemment pas la même ambition dans la semaine pour les joueurs. C'est pas, ça provoque pas la même fougue chez les joueurs. Et pour autant, à la fin, une victoire vaut 3 points autant qu'à Bollaert. Et c'est face à ces adversaires-là que vous révélez. C'est face à ces adversaires-là que vous savez ce que vous pouvez espérer dans un championnat aussi serré qu'un championnat de Ligue 2 où les choses peuvent se jouer à 1, 2, 3 points, c'est-à-dire où les choses se jouent sur des détails et face à des adversaires comme celui-ci. C'est vrai que Rodez fait plutôt un bon début de championnat, mais c'est vrai que Rodez vise d'abord et avant tout le maintien. C'est un tout petit peu plus de 7 millions d'euros de budget, Rodez. C'est donc sur le papier, loin de vous, quand bien même vous avez des difficultés financières. Il faut aller à Rodez avec la volonté de se dépouiller comme si c'était aller à Bollaert. Il
faut aller à Rodez avec une conviction forte de se faire respecter défensivement et de continuer à s'affirmer offensivement. Faut aller à Rodez pour gagner, point. Pour gagner, point, exactement. Ramener les 3 points, ce sera effectivement l'objectif des Malherbistes. Alors, on ne va pas tirer de plan sur la comète, Maxime Lenormand, mais un bon résultat à Rodez, on reçoit Chambly derrière. Avec les 4 points déjà en magasin, ça veut dire potentiellement en 2 matchs, un Stade Malherbe qui se retrouve en haut du tableau après 4 journées. C'était pas forcément prévu au menu, ça. Bien sûr, comme l'a dit Julien, on a eu la chance de faire, on l'a provoqué aussi, mais de faire un bon début de championnat contre 2 adversaires compliqués. Voilà, on était, c'est vrai, peut-être un petit peu inquiet avec tous ces changements en coulisses, etc. Le début de championnat, pas beaucoup de mouvements dans l'effectif, etc. Mais on s'en est plutôt très bien sorti. Du coup, maintenant, on se dit que ce serait dommage d'aller planter à Rodez ou contre Chambly à domicile. Donc, c'est important de se mettre sur les bons rails tout de suite. On le voit, alors on l'a vu avec Metz, par exemple, qui avait très très bien débuté sa saison il y a 2 ans. À Caen, on avait fait un bon début aussi avec Patrice Garand lors de la montée. Bon, ça s'était un petit peu dégradé ensuite. Mais voilà, c'est important de se mettre tout de suite sur de bons rails. Il faut évidemment engranger les points qu'on peut prendre et puis on verra après où ça nous mène au fil de la saison. Mais tous les points sont bons à prendre, évidemment. Et Sylvain, s'il est malin, Pierre-Antoine Capton, il fait en sorte de battre Chambly et de battre Rodez. Derrière, il fait une Jean-Michel Aulas à l'envers, c'est-à-dire qu'il explique dans tous les journaux de France et de Navarre qu'à cause du Covid, il faut arrêter le championnat. C'est bien joué, ça. Allez, la stratégie, elle est là pour finir cette partie Stade Malherbe de Caen. Le quart d'heure malherbiste est fini, c'est l'heure d'aller voir le quart d'heure des Hackmen, des Ciels et Marines. Et quand on parle des Ciels et Marines dans cette émission, évidemment, il fait partie du pilier de ce club à suivre ses évolutions. C'est Marc Aubeau du Courrier Cauchois. Marc, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. À quoi on servit au Havrais ces 2 semaines de mercato? Parce qu'on n'a pas vu grand monde arriver. Eh bien, là, vous parliez des millions d'octrines. Là, j'étais en train de vérifier sur le site internet du club. J'étais en train de vérifier ma boîte mail. Bon, il n'y a pas une nouvelle, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'annonce de signature, malheureusement. Donc, non, à l'heure où on enregistre l'émission, là, non, il n'y a toujours pas d'arrivée. Il n'y aura toujours pas de nouveaux joueurs pour Guingamp. On attend toujours le fameux Karim El Barkawi, le joueur d'Agadir, mais voilà. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi? Ce qui coince, c'est que Marc a perdu le mot de passe de sa boîte mail. C'est pas la première année. Et puis là, quelque part aussi, il faut se mettre dans la situation où peut-être que ça va s'accélérer à la fin du mois. Là, il faut imaginer que c'est le mois d'août d'habitude. Là, on est au mois de septembre et peut-être que ça va se décanter à la fin du mois. Et c'est ce qu'on se dit. Paul Le Guen nous l'avait expliqué lors du dernier match à domicile, lors de la victoire. Voilà, ça va peut-être se décanter à la fin du mercato. Voilà, ils sont prudents, ils regardent, ils cherchent une plus-value. J'avais expliqué lors de l'émission la semaine dernière, il avait dit, voilà, au même niveau, je préfère faire jouer un jeune. Et il dit, on regarde vraiment des joueurs qui apportent une plus-value. Bon, sauf que là, il en a vraiment besoin offensivement. 0 but en 2 matchs, 1 but contre son camp du joueur d'Amiens. Donc non, il a vraiment besoin d'une plus-value. Mais mais on se pose tous la question. Très urgent, Julien, d'avoir une recrue pour le Hack en ce début de championnat. Évidemment qu'on ne retrouvera pas Tino Kadewere, c'est quasi certain, à moins d'un deuxième miracle. Et là, chapeau aux dirigeants et aux recruteurs du Havre. Mais il y a juste besoin d'un mec pour mettre des buts, quoi. Oui, moi je pense que Marc a raison quand il dit que le calendrier est décalé, qu'on ne sait pas exactement où on en est. On est en septembre, ça se termine quand ? 5 octobre. 5 octobre. Donc voilà, on va attendre d'être sur un marché de joueurs aussi peut-être plus abordable pour des clubs de Ligue 2 comme le Havre. Vous pensez sincèrement que les prix vont diminuer, Marc, Julien ? Mais je ne sais pas si les prix vont diminuer. Ce que je pense, c'est que tout le monde est déboussolé, qu'il n'y a pas eu une énorme activité sur les tout premiers choix, sur les grands clubs européens, que forcément ça joue sur les deuxièmes choix et que fatalement ça joue sur les troisièmes qui sont ceux habituellement que guettent des clubs comme le Havre ou Caen. Donc je pense que tout est décalé. Je pense aussi qu'il y a eu une grosse incertitude économique autour de cette crise du Covid-19 dont on voit un début de résurgence en cette rentrée, pour ne pas dire plus. Je pense que tout le monde s'interroge. Je pense que les clubs sont des entreprises qui sont dans la même interrogation que toutes les entreprises de France et de Navarre. Et je pense que tout ça joue. Alors, ce n'est pas une raison pour ne rien faire, mais je ne crois pas que rien n'est fait en souterrain. Mais voilà, il faut probablement attendre. Et moi, je suis persuadé qu'on attendra les derniers jours. Marc, du côté du Havre,
on a quand même des objectifs de retrouver la Liga. Alors là, on parlait de moyen terme avec le Stade Malherbe de Caen. Là, c'est presque tous les ans. Du côté du HAC, on espère rejouer à nouveau le haut de tableau, rejouer à nouveau cette montée en Ligue 1. 12e saison, si je ne m'abuse, de rang en Ligue 2 pour les Havrais. Si on commence la saison alors qu'on est potentiellement dans les favoris, alors qu'au niveau de la santé financière, on est considéré comme plutôt bon en ce qui concerne le magma de Ligue 2, comment se fait-il que le HAC n'attire pas? Le HAC est un pourvoyeur de jeunes joueurs extraordinaires en France et n'arrive pas à en faire venir. Comment vous expliquez ça? On a peut-être cette image à force de club de Ligue 2, bien installé en Ligue 2, un peu le Girondin les Girondins de Bordeaux de la Ligue 2, quoi. Un club qui fait pas de vagues. C'est vrai, les joueurs n'ont pas beaucoup de pression. Le centre d'entraînement a changé. Maintenant, il s'est rapproché du stade, un peu plus dans le Havre. Mais finalement, avec le Covid, à ce qui est arrivé, il n'y a pas beaucoup de pression parce que les supporters, ils peuvent pas vraiment venir assister aux rencontres. Et c'est vrai que on sent pas vraiment une énorme pression quand on joue au Havre. À domicile, c'est devant 5 000, 6 000 personnes. C'est peut-être cette image de club un peu pépère, quoi, qui désavantage le. Qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir à changer cette image? Parce que c'est pas Paul Le Guen qui est la sérénité incarnée et le calme incarné qui peut changer cette image finalement. Et marquer un grand coup sur le mercato. Le président Volpe annonce souvent que c'est pas une question financière, qu'il a les moyens à chaque fois, que il répond toujours aux attentes des entraîneurs, mais voilà, il faudrait marquer vraiment le coup avec des joueurs estampillés Ligue 1, des joueurs de caractère, et qu'on fasse venir des noms. En fait, à mon avis, il faut enfin venir faire venir des noms au HAC. Quelques mots justement avec vous, Maxime Lenormand. Je vous extirpe de la bulle malherbiste pour vous plonger dans la bulle havraise, mais plus généralement au niveau du mercato. On voit que Caen et le Havre luttent peu ou prou sur la même catégorie de joueurs, des joueurs qui sont capables de jouer une montée de Ligue 2 en Ligue 1. Aujourd'hui, qui sont les bons coups selon vous, autant pour Malherbe que pour le Havre finalement? Il y a des bons petits joueurs. Alors c'est vrai, comme disait Marc, tout le monde parle de Jimmy Cabot qui a été libre. Enfin voilà, il y a des joueurs très connus. Mais selon vous, quels sont les meilleurs coups à faire là tout de suite? Je pense que dans les joueurs en fin de contrat par Jimmy Cabot, il reste plus grand chose de très intéressant forcément. Maintenant, effectivement, Marc en a parlé tout à l'heure, il y a deux solutions. C'est d'aller soit effectivement chercher des joueurs expérimentés en Ligue 1 qui sont plutôt en fin de contrat. Enfin, il reste peut-être 1 an de contrat en Ligue 1 et leur proposer un contrat plus long en Ligue 2 et qui vont apporter une certaine expérience. Sinon, la solution, c'est aussi d'aller chercher des petits jeunes qui montent en Ligue 2. Moi, j'aime beaucoup Valentin Jacob, de Niort notamment. Alors, il faut bien évidemment voir le tarif. Et puis, il ne faut pas oublier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que on est en décalé. Hein, et le mercato, tout s'accélère vers la fin parce que, on attend de voir si on n'a pas une meilleure offre ailleurs, etc. Donc, tout peut s'accélérer sur la fin. Maintenant, moi, je pense que le problème du Havre, ça va vraiment être de réparer, de préparer l'après Kadewere. En fait, ça me fait un petit peu penser à l'après Delors au Stade Malherbe. Moi, pour avoir vu jouer Kadewere à Caen, c'est vraiment un joueur qui m'a énormément impressionné. C'est pas seulement un buteur, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de mener le ballon, techniquement de très doué. Il était très influent sur l'attaque du Havre, un peu comme Andy Delors. Et on sait qu'à Caen, ça a été très difficile de remplacer Andy Delors. On a beaucoup, à la fois dans le style de jeu et à la fois dans les profils de joueurs, on a eu beaucoup de mal à le remplacer. Donc Kadewere, pour moi, se remplace pas par un seul joueur, ça se remplace par 3 bons joueurs sur le plan offensif avec l'argent qui a été par son transfert. D'accord avec ça, Marc, au bout du courrier cauchois? Sauf que Paul Le Guen ne change pas son système de jeu, il garde Thierry en pointe. Donc, je sais pas, c'est perturbant. On ne sait pas s'il recrute un deuxième attaquant, il fait dévoirer Thierry. Où il garde son dispositif avec une seule pointe et il cherche vraiment juste un attaquant, mais dans ce cas-là, Thierry retourne sur le banc et il garde Thierry comme remplaçant on va dire, pas de luxe, mais comme remplaçant. Je sais pas, c'est vrai que pour l'instant, le système qu'on a vu, c'est avec la seule pointe, avec les joueurs sur les côtés. D'ailleurs, le retour d'Hervé Basile, on quand même. Titulaire face à Amiens, c'était un peu la surprise. Donc voilà,
C'est vrai, pour l'instant, il est sur ce système-là. S'il change de système, ou peut-être qu'il va changer de système selon le joueur ou les joueurs qu'il va pouvoir recruter. Mais après, oui, il ne faudra pas s'arrêter sur un seul attaquant. Ça ne sera pas suffisant. L'année dernière, dès qu'Adewere s'est blessé, on a vu le Havre a commencé à baisser. Non, on a vu Absolument. Absolument. Bon, à Guingamp, il faudra aller en chercher un bon de résultats lors de cette troisième journée. Ce sera samedi pour les Havrais. Marc, elle se jouera sur quoi, cette partie, selon vous, face au Guingampais? Déjà, on va voir comment Guingamp, s'il va avoir le fameux choc psychologique, parce que Guingamp a changé d'entraîneur. On le rappelle, Guingamp a changé d'entraîneur. C'est Bécham qui est arrivé après à Guingamp. Exactement, après 2 journées. D'ailleurs, ça, c'est un choix de Xavier Gravelaine, l'ancien directeur sportif de Malherbe. Il l'a annoncé, j'étais surpris, il a annoncé là, que dès la première journée, dès la défaite de la première journée, il avait pris la décision de changer d'entraîneur. Donc, c'est pas au bout de 2 journées, finalement, c'est même au bout d'une journée qu'il avait choisi de changer d'entraîneur. Donc voilà, est-ce qu'il va avoir un choc psychologique ? Est-ce que Ntep, parce que j'étais surpris, les 2 premières journées, leur recrue phare, c'est quand même Ntep. Voilà, on parlait de joueurs d'expérience et tout. Xavier Gravelaine a été chercher Ntep et Ntep a commencé sur le banc les 2 matchs aussi. Mais c'est vrai qu'on a un joueur de ce talent. Alors, je ne sais pas à quel niveau physique il est, mais qu'on a un joueur de ce talent qu'on met sur le banc, c'est surprenant. Peut-être qu'il va faire son entrée face au HAC. Peut-être que Gravelaine l'a aussi dit à Bazdarevic, c'est le plus gros salaire, tu me le mets sur le terrain. C'est son copain Bazdarevic, donc je pense qu'il écoutera en plus. Donc il y a absolument ces paramètres qui vont rentrer en ligne de compte également. Un mot, Marc, pour terminer sur le Havre. Un bon résultat à Guingamp, ce serait déjà un match nul? Ah oui, vu les circonstances, oui. Je vous rappelle que Bemba et Herzoy sont suspendus. Gibaud est de retour, la recrue défensive. Il était à l'entraînement aujourd'hui. Il était à l'entraînement aujourd'hui. Il est de retour, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais Meras, qui jouait avec la sélection turque, est-ce qu'il sera rentré à temps? Et puis, il ne rentre pas aujourd'hui, selon les dernières informations, parce qu'il y a un passage à l'avion et il a un test Covid prévu demain. Donc c'est vu toutes les circonstances, oui, un match nul sera un très bon résultat en terre guingampaise. C'est tout ce que l'on peut souhaiter au Havrais. On va passer aux Havraises maintenant. Et un mot, parce qu'on ne pouvait pas le manquer, c'est un vrai événement. Les Havraises ont joué le premier match de leur histoire en élite féminine de football, la division 1 féminine, et ça s'est plutôt très bien passé. Victoire extrêmement nette, 4-0 des filles de Thierry Huvenard. C'était à Issy, autre promu en D1. Marc, elles peuvent faire quelque chose, c'est Havrais, ou c'était juste le point de départ de la saison face à un autre promu qui sera plus faible? Quand vous dites faire quelque chose, c'est-à-dire... Bien se maintenir milieu de tableau et créer quelques surprises? C'est clairement l'objectif. J'avais fait la conférence de presse de début de saison avec Thierry Huvenard. Voilà, il disait il y a 4 intouchables, Lyon, PSG, Montpellier, Bordeaux. Et nous, si on est derrière vers la 6e, 7e place, ça sera très très bien. Et d'ailleurs, en plus, hasard du calendrier. D'ailleurs, il a trouvé qu'il était très bizarre ce calendrier. C'est bizarre, je suis pas surpris. Ils ont 7 matchs justement face aux équipes, on va dire, jouables. Et après, il enchaîne 4 matchs face à Bordeaux, Montpellier, Lyon et PSG. Donc en fait, pour lui, la face aller se joue maintenant, quoi. C'est les 7 premiers matchs, il doit prendre le maximum de points parce qu'il sait que les 4 derniers matchs, à moins d'une surprise, ça sera très très dur. Julien, un mot sur ces féminines du HAC. On est plutôt heureux de voir une équipe normande au plus haut niveau du foot féminin. Et c'est un peu un modèle pour le voisin de Basse-Normandie qui est Caen. Le but, c'est d'arriver là le plus vite possible aussi. C'est ça. C'est exactement ça le modèle, même si évidemment la construction est beaucoup plus récente à Caen et même si tout ça va demander du temps. On peut penser qu'à Caen, elles seront compétitives pour jouer une éventuelle deuxième montée consécutive. Ces joueuses rouges et bleues. Non, moi je me réjouis de voir les Havraises au plus haut niveau. D'abord parce que c'est du sport de haut niveau en plus dans la région. Ensuite, c'est l'occasion de voir des joueuses de très 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 haut niveau dans la région. Je pense évidemment aux joueuses lyonnaises et parisiennes, mais pas seulement.
Et puis, c'est aussi l'occasion de faire naître des vocations. C'est plus facile pour des petites filles de la région de se mettre au foot quand elles peuvent avoir, à quelques kilomètres de chez elles, des exemples, des nanas qui se démènent sur le terrain, qui font montre de talent. Je pense que c'est super positif pour le foot en général et pour le foot féminin en particulier. Et peut-être même pour l'ensemble du sport féminin en particulier. J'allais vous le dire, j'allais conclure là-dessus, effectivement, pour le sport féminin, et on le suivra, ce hack féminin, dans son aventure en première division toute cette saison. On va terminer ce club foot de ce mardi 8 septembre, évidemment, et comme à chaque fin d'émission, par le foot régional, national 1, national 2, national 3. Et là, j'en viens avec vous, Marc Obo, vous avez forcément suivi ces péripéties et de Quevilly-Rouen Métropole et d'Avranches en National 1. Le Covid est partout, des matchs remis à gogo en National 1. Ça commence mal, ce championnat. C'est impressionnant. Hein. Bourg-en-Bresse, sur 4 journées de championnat, Bourg-en-Bresse a déjà 3 matchs de retard. Bruno Irles, après la belle victoire de QRM à Villefranche, là, la première victoire, justement, il disait que le championnat national va être tronqué, le classement sera illisible cette saison. Pour exemple, Bourg-en-Bresse a déjà 3 matchs de retard. Donc ça va être très très dur, hein, ce championnat. Avranches va en avoir 2, QRM va en avoir un également il en a déjà un. Voilà, il en a déjà un. Avranches va en avoir 2 puisque les Avranchinais, on le rappelle, n'ont pas joué hier face à Orléans. Messieurs, juste un petit mot quand même. On part sur un championnat de 3e division nationale qui a déjà moult matchs remis. La Coupe de France va arriver pour ces mêmes équipes. Alors, championnat illisible, oui, mais championnat équitable toujours ou pas, Julien ? Moi, je pense que le problème, il n'est même pas là. Gilbert Guérin prédit que le championnat n'ira pas à son terme dans les situations actuelles. Il n'est pas le seul. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas raison. Je regardais dimanche soir le dernier point de Santé publique France qui évoquait une progression exponentielle de la circulation du virus, une dynamique de transmission préoccupante, selon ses propres mots. On est passé à 28 départements en zone rouge, dont la Seine-Maritime. À Marseille, on apprend aujourd'hui que la quasi-totalité des lits de réanimation alloués aux patients Covid sont occupés. À Lille, 2 lycées ont dû fermer pas plus tard qu'aujourd'hui. Tout cela n'est pas rassurant. Alors, le monde associatif en général et le football amateur en particulier ne vivent pas en vase clos. Donc, cette réalité, elle les concerne forcément. Je me garderai bien de dire ce qu'il faut faire. J'en sais rien. D'autant que est-ce que les clubs de national, messieurs, ne devraient pas tout simplement prendre les protocoles de la LFP et les appliquer pour, justement, eux, vivre en vase clos ? Non, mais donc, du coup, Sylvain, on se retrouve avec le Louhans-Cuiseaux Jura Sud de ce week-end qui a duré 52 secondes, faute de combattants jurassiens. C'est ça. Les mecs sont arrivés à 8. Il y en a un qui a été blessé à la 52e seconde. À 7, l'arbitre a renvoyé tout le monde au vestiaire. Match terminé, perdu 3-0 sur tapis vert. Exact. Non, mais c'est terrible. Alors, moi, là où je dis, je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est que le problème, il est sanitaire d'abord, mais il est aussi économique pour des structures qui emploient des salariés et qui ont besoin de maintenir leur activité. Mais franchement, je me demande combien de temps on va pouvoir continuer comme ça. Qui imagine la saison aller à son terme avec des clubs qui, dans quelques semaines, afficheront peut-être 5, 6, 7, 8, 10 matchs de retard. C'est pas possible. Maxime Lenormand, vous avez les mêmes doutes que Julien Caillard ? Ouais, comme dit Julien, c'est difficile d'avoir une lisibilité. Ça va aussi dépendre de l'évolution épidémique. Effectivement, la courbe n'est pas forcément très, très, très rassurante. Il faut espérer que ça se tasse. Maintenant, ça va effectivement fausser le championnat. Ça peut, si le championnat réussit malgré tout à aller à son terme, ça peut aussi être l'occasion de surprises. Il peut y avoir des clubs qui vont profiter de ces matchs en retard, etc. De se troubler un petit peu peut-être pour tirer leur épingle du jeu. Peut-être que des clubs normands pourraient se retrouver en haut du tableau. Mais compliqué ce championnat et voilà, comme Julien, c'est assez difficile. Moi, j'aimerais pas être à la place des instances. Et Sylvain, juste pour compléter, là, je lisais des propos du coach de Jura Sud. Au-delà de la partie problématique qu'il y a avec les reports ou les matchs que l'on joue à 8, il y a aussi une autre réalité, c'est que dans les communes, il y a des protocoles qui sont mis en place pour les terrains d'entraînement, pour les vestiaires qui appartiennent éventuellement à la commune ou à l'intercommunalité. Bien sûr. Et donc, vous pouvez vous retrouver à jouer un match de N2, disait l'entraîneur de Jura Sud, avec 0 entraînement en 15 jours. On parle de la N2.
Vous imaginez le danger, y compris physique, pour les joueurs. Ah mais bien sûr, Marc. Les entraîneurs de niveau régional là, que j'interviewais pour la Coupe de France pour le premier tour là, de R3, de R2, ils me disaient que certains ils avaient changé leur manière de préparer le championnat pour faire un début de championnat canon. Comme ça, si le championnat s'arrête, il faut être le plus haut possible. Alors que d'habitude, ils préparent entraînement physique. Ils font des préparations très légères pour l'instant pour être efficaces tout de suite. Ouais. Exactement. Et même les entraîneurs, on parle des entraîneurs de National 2, mais même les entraîneurs de R2, R3 pensent à ça, de dire faut être très haut. Parce que si jamais ils arrêtent le championnat à n'importe quel moment, qu'on soit en haut, qu'on risque pas une relégation, s'ils arrêtent comme la fois dernière au mois de mars, on arrête les championnats, on bloque le classement, et tout le monde pense à ça, c'est incroyable. Et pour compléter ce que dit Marc, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'on est vraiment dans une situation très différente de celle qu'on a connue après le confinement, au moment où les calendriers ont été effectués. Et je ne sais pas si vous avez fait le tour des forums des associations qui se sont déroulés ce week-end. Mais dans de nombreux forums, on rencontre des dirigeants qui sont catastrophés parce que les adhésions ne reviennent pas, les nouveaux adhérents ne sont pas là parce que les mamans, lorsqu'elles veulent inscrire le fiston au foot, ou leur fille d'ailleurs au foot, demandent quels sont les protocoles, comment éviter les contacts. Dans les sports de combat, on demande aux entraîneurs comment faire pour éviter les contacts. Vous imaginez éviter les contacts au judo ? Non, on ne se rend pas compte à quel point la situation elle est terrible pour le foot évidemment, mais elle est terrible pour tout le sport et tout le monde associatif. Pour le premier tour de la Coupe de France, ce qui était incroyable, c'est que c'était selon les communes, des vestiaires étaient ouverts ou pas. On pouvait prendre une douche ou pas à la fin du match. Il y a des équipes qui changent dans les voitures, même catégorie jeune. C'est vrai que c'est des jeunes qui font 1 heure de route pour aller jouer à Quevilly-Rouen ou qui viennent jouer au Havre. Ils changent dans la voiture et après ils rentrent à Rouen ou au Havre sans prendre de douche. C'est vrai que les conditions selon les mairies, selon les communes sont différentes et c'est vrai que ce début de saison est incroyable. Un début de saison absolument incroyable. Et messieurs, vous m'avez tendu une parfaite perche pour conclure cette émission parce que cette semaine, sur Tendance Ouest et tendanceouest.com, vous allez pouvoir découvrir l'interview de Nicolas Marais, le président du comité régional olympique et sportif de Normandie, qui justement, figurez-vous, tire les mêmes sonnettes d'alarme que vous, notamment Julien, et je reviens sur ce que vous avez dit, avec la chute vertigineuse des licenciés dans les différents forums d'associations. Ce seront évidemment des préoccupations que l'on aura aussi sur l'antenne de Tendance Ouest et dans cette émission. Merci messieurs d'être présents dans ce club foot de ce mardi 8 septembre. Merci à vous Marc Obo du Courrier Cauchois, merci à vous Julien Caillard d'RTL et merci à vous Maxime Lenormand de Malherbe pour cette première. Merci. C'était un plaisir de vous avoir. On se dit à la semaine prochaine et continuez surtout à vivre et à bien vivre sur notre planète sport en Normandie. Salut, bonne semaine. Salut.